Le parfum m'a frappé comme une gifle. Pas celui de Camille, ce mélange délicat de vanille et de jasmin qu'elle porte depuis nos fiançailles. Non, quelque chose de plus lourd, de plus capiteux. Du musc et du bois de santal, avec une note florale que je ne reconnaissais pas. Une fragrance masculine qui n'avait rien à faire sur l'oreiller conjugal de notre chambre. Je me suis figé dans l'encadrement de la porte, ma mallette de voyage encore à la main. Le vol de retour de Zurich avait eu 3 heures d'avance, un miracle dans ma profession où chaque minute compte quand on gère des portefeuilles d'investissement à 8 chiffres. J'avais voulu faire la surprise à ma femme, rentrer plus tôt de cette conférence sur les nouvelles stratégies de marketing digital dans la finance. La surprise, finalement, c'était pour moi. L'appartement baignait dans cette lumière dorée de fin d'après-midi que Camille adorait. Nos baies vitrées donnaient sur les toits haussmanniens du 16e arrondissement, cette vue qui nous avait convaincus de souscrire ce crédit immobilier astronomique il y a 5 ans. Un investissement sur l'avenir, m'avait-elle dit en souriant, se doit entrelacer au mien chez le notaire. À l'époque, mon portefeuille de clients commençait à peine à générer les revenus passifs qui nous permettraient aujourd'hui de vivre confortablement. Aujourd'hui, le mot résonnait amèrement dans ma tête, tandis que je posais ma mallette avec des gestes d'automate. « Camille » ai-je appelé, ma voix résonnant dans le silence. Pas de réponse. Sa Audi n'était pas garée dans la cour. Elle devait être partie chercher des courses ou peut-être à son cours de yoga du jeudi. Ma femme était une créature d'habitude et après 8 ans de mariage, je connaissais son emploi du temps par cœur. Sauf que, manifestement, il y avait des créneaux que j'ignorais. Je me suis approché du lit défait. Les draps froissés, l'oreiller de Camille encore marqué par l'empreinte d'une tête. Et cette odeur qui flottait dans l'air, tenace, presque provocante. J'ai fermé les yeux, inspiré profondément. Mon cerveau d'analyste s'est mis en marche malgré moi, cataloguant les indices comme j'aurais étudié un rapport financier suspect. Première observation, les draps étaient plus désordonnés que d'habitude. Camille avait toujours été méticuleuse, borderline obsessionnelle avec l'ordre. Même lors de nos nuits les plus passionnées, elle prenait soin de refaire le lit avant que nous sortions de la chambre. Deuxième observation, le parfum était concentré du côté droit du lit. Mon côté. Quelqu'un d'autre avait dormi à ma place. Troisième observation, sur la table de nuit, le tube de rouge à lèvres de Camille était ouvert, son capuchon posé à côté. Rouge sensuel, de chez Dior. Elle ne le portait que dans les grandes occasions, ou quand elle voulait séduire. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Camille. « Chérie, tu es bien arrivé à l'hôtel? J'espère que ta conférence se passe bien. Je pense à toi. Cœur rouge. » J'ai regardé l'heure. 17h23. Mon avion avait atterri à Roissy à 14h30. Si elle pensait que j'étais encore en Suisse, cela signifiait qu'elle n'avait pas prévu mon retour avant demain soir. Cela signifiait qu'elle avait eu tout l'après-midi pour effacer les traces. Presque toutes les traces. Très bien, ai-je répondu. Je rentre demain comme prévu. Je t'aime. Le mensonge a coulé de mes doigts avec une facilité qui m'a surpris. Mais il fallait que je sache. Il fallait que je comprenne. J'ai posé mon téléphone et me suis assis sur le bord du lit, du côté de Camille cette fois. Son oreiller sentait effectivement son parfum habituel, mais en dessous, plus subtil, il y avait autre chose. La même fragrance masculine, mais différente, plus intime. L'odeur de la peau, de la sueur, du désir assouvi. Ma gorge s'est serrée. Mes mains se sont mises à trembler légèrement, cette micro-nervosité que je connaissais bien, qui me prenait avant chaque présentation importante devant des investisseurs majeurs. Sauf que là, ce n'était pas mon portefeuille professionnel qui était en jeu. C'était toute ma vie. Camille et moi, nous nous étions rencontrés lors d'une masterclass sur l'éducation financière en ligne. Elle préparait alors son master en communication digitale. Moi, je développais ma stratégie de personal branding pour attirer des clients fortunés. Elle était éblouissante dans sa robe noire, ses cheveux châtains relevés en chignon sophistiqué, ses yeux verts pétillants d'intelligence quand elle posait des questions pertinentes sur le roi des campagnes de retargeting. Notre premier rendez-vous avait eu lieu dans un bar à cocktail de Saint-Germain. Nous avions parlé jusqu'à 3 heures du matin de nos projets, de nos ambitions, de cette nouvelle économie numérique qui s'ouvrait à nous. Elle rêvait de monter sa propre agence de marketing digital. Moi, je voulais révolutionner la gestion de patrimoine en créant une plateforme e-learning accessible au grand public. Nous nous étions complétés parfaitement. Elle avait le sens de la communication, moi celui des chiffres. Elle savait vendre du rêve, moi j'avais les compétences pour le réaliser. Ensemble, nous avions bâti un empire financier modeste mais solide. Mon cabinet de conseil générait désormais suffisamment de liquidités pour que nous puissions envisager d'avoir des enfants, d'acheter une maison secondaire, de voyager 6 mois par an.
Le mariage parfait. La success story du couple moderne et ambitieux. Sauf qu'apparemment, Camille avait d'autres projets. J'ai ouvert le tiroir de sa table de nuit, une violation de notre intimité que je n'avais jamais envisagée auparavant. À l'intérieur, ses bijoux soigneusement rangés, quelques livres, son carnet de notes où elle griffonnait ses idées de campagne publicitaire. Et, glissé entre les pages d'un roman, un reçu de restaurant. Le comptoir du 7e, hier soir. 2 couverts, 847 €. Mon sang s'est glacé. Hier, Camille m'avait dit qu'elle dînait avec sa sœur Émilie. Un petit restaurant de quartier, rien de fancy. 847 €. C'était le prix d'un menu dégustation avec les meilleurs vins dans l'un des restaurants les plus cotés de Paris. Le genre d'endroit où l'on emmène quelqu'un qu'on veut impressionner. Quelqu'un avec qui on célèbre quelque chose d'important. Quelqu'un qu'on aime. J'ai photographié le reçu avec mon téléphone, mes gestes précis malgré la tempête qui grondait dans ma poitrine. Dans ma profession, j'avais appris que les émotions étaient l'ennemi de la lucidité. Pour prendre les bonnes décisions, il fallait garder la tête froide, analyser les faits, construire une stratégie. Ma femme me trompait. Ce n'était plus un soupçon, c'était une certitude. La question était, avec qui? Depuis quand? Et surtout, que comptais-je faire? Le bruit de la clé dans la serrure m'a fait sursauter. J'ai refermé précipitamment le tiroir, glissé le reçu dans ma poche et me suis précipité vers la salle de bain. Quand Camille est entrée dans la chambre, j'étais sous la douche, laissant l'eau brûlante couler sur mes épaules tendues. « Thomas » a-t-elle appelé. Surprise. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé rentrer avant demain soir. » Sa voix portait cette note légèrement aiguë qu'elle avait quand elle était déstabilisée. J'ai souri dans la vapeur. Ma petite Camille, si douce pour mentir aux clients, si transparente avec moi. Enfin, jusqu'à maintenant. Vol en avance, ai-je répondu en me passant du shampoing dans les cheveux. J'ai voulu te faire la surprise. Tu m'as manqué. Un silence. Puis ses pas sur le carrelage froid de la salle de bain. Moi aussi tu m'as manqué, a-t-elle murmuré. J'ai entrouvert la porte de la douche. Elle était là, appuyée contre le lavabo, encore habillée de sa tenue de sport, leggings noirs et brassière assortis. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage intact. Pour quelqu'un qui sortait d'un cours de yoga, elle était étonnamment fraîche. Nos regards se sont croisés. L'espace d'une seconde, j'ai cru voir passer une ombre dans ses yeux verts. De la culpabilité? De la peur? Puis elle a souri, ce sourire radieux qui m'avait fait tomber amoureux 8 ans plus tôt. Tu as l'air fatigué, mon chéri. Cette conférence t'a épuisé? Un peu, ai-je menti. Mais ça va mieux maintenant que je te vois. Elle s'est approchée, a effleuré mon visage mouillé du bout des doigts. Sa peau sentait effectivement le sport, mais en dessous, j'ai retrouvé ces fragrances masculines qui imprégnaient notre chambre. Subtile, mais présente. Tu sens différent, ai-je dit, testant le terrain. Son geste s'est figé une fraction de seconde. Différent comment? Je ne sais pas. Un parfum que je ne connais pas. Elle a ri, mais ce rire sonnait faux. C'est sûrement le nouveau gel douche du club de sport. Ils ont changé de marque cette semaine. Mensonge numéro 2. Le club où elle était censée aller était à 15 minutes de chez nous. Aucune raison de sentir un parfum masculin aussi prononcé juste pour avoir utilisé leur gel douche. Ah, d'accord, ai-je dit simplement. Je suis sorti de la douche, j'ai noué une serviette autour de ma taille. Camille m'observait dans le miroir et j'ai surpris son expression. Ce n'était pas de l'amour que je lisais dans ses yeux. C'était de l'évaluation, comme si elle jaugeait ma réaction, calculait ses prochains mouvements. Ma femme était en train de me mentir. Et elle était douée pour ça. J'ai une faim de loup, ai-je annoncé en me dirigeant vers la chambre. Tu veux qu'on commande des sushis? Excellente idée, a-t-elle répondu, manifestement soulagée de changer de sujet. Mais pendant qu'elle appelait notre restaurant japonais habituel, j'ai discrètement ouvert ma mallette et glissé le reçu entre mes dossiers de travail. Preuve numéro 1, soigneusement archivée. Car je venais de comprendre quelque chose d'essentiel. Si Camille avait décidé de jouer, nous allions jouer. Mais selon mes règles. Et moi, contrairement à elle, j'avais toujours été très doué au jeu de stratégie. Le dîner s'est déroulé dans une atmosphère étrange. Camille était plus tactile que d'habitude, multipliant les caresses innocentes, les regards appuyés. Elle portait ce chemisier en soie que j'adorais, celui qui épousait parfaitement ses courbes. Elle avait remis du rouge à lèvres, pas le rouge sensuel de tout à l'heure, mais quelque chose de plus discret. Nous avons parlé de tout et de rien. De mes clients, de ce projet d'agence, du nouveau contrat d'assurance auto qu'elle négociait pour sa voiture. Conversation de couple marié, banale et rassurante en surface.
Mais j'observais chaque micro-expression, chaque hésitation, chaque geste. À 22h30, elle a bâillé de manière théâtrale. Je suis épuisé. Cette séance de sport m'a achevé. Tu viens te coucher? J'ai hoché la tête, mais quand elle s'est dirigée vers la salle de bain pour se démaquiller, j'ai sorti mon téléphone. Un rapide calcul. Le restaurant où elle avait dîné hier soir était à 5 minutes de l'immeuble d'Alexis Morand. Alexis Morand, mon ancien associé, celui avec qui j'avais monté ma première société de conseil avant qu'on se sépare pour incompatibilité de vision. En réalité, parce qu'il couchait avec toutes nos clientes et que son manque de professionnalisme commençait à nuire à ma réputation. Alexis, qui m'avait envoyé un message de félicitations le mois dernier quand j'avais publié sur LinkedIn mon succès avec un nouveau fonds d'investissement. Alexis, qui avait toujours eu un faible pour les femmes mariées. Alexis, qui portait toujours ce parfum de chez Tom Ford Black Orchid, avec ses notes de musc et de bois de santal. Alexis, qui connaissait mes habitudes, mes voyages professionnels, mon emploi du temps. Mon téléphone a vibré. À notification Instagram. Camille venait de liker une photo postée il y a quelques heures par @alexis_digital. Un selfie pris dans ce qui ressemblait à un restaurant chic avec cette légende. Excellent dîner de travail. Merci pour cette soirée inspirante. Flûte à champagne. Dîner de travail. Hier soir, pendant que j'étais en Suisse, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur, pas encore. Mon innocence, peut-être. Cette naïveté qui me faisait croire que Camille et moi étions différents des autres couples. Que notre amour était à l'épreuve des tentations, des routines, de l'ennui conjugal. Thomas, tu viens? Sa voix me parvenait de la chambre, douce et câline. J'ai éteint mon téléphone, respiré profondément. Quand je l'ai rejointe, elle était déjà dans le lit, vêtue de cette nuisette en soie ivoire que je lui avais offerte pour notre anniversaire de mariage. Elle était magnifique, et elle était en train de me détruire. « Viens là », a-t-elle murmuré en tapotant le matelas à côté d'elle. Je me suis allongé, les prises dans mes bras. Son corps était chaud, accueillant. Elle s'est blottie contre moi comme elle le faisait depuis 8 ans, sa tête nichée au creux de mon épaule. Pour n'importe qui nous observant, nous étions l'image parfaite du bonheur conjugal. Mais sous son parfum habituel, je sentais encore cette autre fragrance, celle d'un autre homme, celle de la trahison. « Je t'aime » a-t-elle chuchoté contre ma peau. Moi aussi, ai-je répondu machinalement. Et c'était vrai, c'était bien le problème. Je l'aimais encore, malgré ce que je venais de découvrir. Je l'aimais assez pour vouloir comprendre. Je l'aimais assez pour vouloir me venger. Elle s'est endormie rapidement, sa respiration devenant régulière contre mon torse. Moi, je suis resté éveillé, les yeux fixés au plafond, mon cerveau tournant à plein régime. Demain, j'allais commencer mon enquête, discrètement, méthodiquement, comme j'analysais un portefeuille d'investissement douteux. J'allais rassembler les preuves, comprendre l'ampleur de sa trahison, identifier tous les acteurs de cette mascarade. Et puis, j'allais frapper. Pas dans la colère, pas dans l'émotion. Avec la précision chirurgicale d'un homme d'affaires qui récupère ses billes. Car si Camille pensait pouvoir jouer avec mes sentiments impunément, elle se trompait lourdement. Dans cette partie d'échecs qu'elle venait d'entamer, j'avais l'intention d'avoir plusieurs coups d'avance. Toujours. Le réveil a sonné à 6h30, comme chaque matin depuis 8 ans. Mais pour la première fois, j'ai eu l'impression de me réveiller dans la vie de quelqu'un d'autre. Camille dormait encore, recroquevillée sur elle-même, ses cheveux étalés sur l'oreiller comme un éventail au burn. Dans la lumière naissante du jour, elle ressemblait à l'ange que j'avais épousé. Sauf que les anges ne mentent pas. Les anges ne trompent pas leur mari avec d'anciens associés dans des restaurants à 800 € le couvert. J'ai observé son visage paisible, cherchant des signes de culpabilité même dans son sommeil. Rien. Elle était sereine, presque souriante. Peut-être rêvait-elle d'Alexis. Cette pensée m'a donné la nausée. Je me suis levé sans bruit, enfilé mon survêtement de jogging. Ma routine matinale m'appelait. 8 kilomètres le long de la Seine, puis douche, café, consultation des marchés asiatiques avant l'ouverture européenne. Un rituel immuable qui structurait mes journées depuis que j'avais monté mon cabinet. Mais ce matin, j'avais un autre objectif. L'immeuble d'Alexis se trouvait dans le 7e arrondissement, à 20 minutes de course de chez nous. Un bel haussmannien avec vue sur les Invalides, le genre d'adresse qui en impose aux clients. Je me souvenais de l'avoir aidé à négocier son crédit immobilier il y a 3 ans, quand nous étions encore associés, avant qu'il ne décide que séduire nos clientes était plus rentable que de gérer sérieusement leur portefeuille. J'ai ralenti en arrivant rue de Grenelle. L'Audi de Camille était garé juste en face de son immeuble. Mon cœur s'est arrêté. J'ai consulté ma montre, 7h15.
Camille ne se levait jamais avant 8h30. Elle détestait les matins, prétendait que sa créativité ne s'épanouissait qu'après 10 heures et 2 tasses de café. Que faisait sa voiture ici à 7 heures? J'ai traversé la rue, me suis approché du véhicule. L'habitacle était vide, mais sur le siège passager traînait le sac Hermès que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. À côté, un tube de rouge à lèvres, le roux sensuel de la veille. Ma respiration s'est accélérée. Ce n'était plus des soupçons. C'était une évidence qui me giflait en pleine face. J'ai levé les yeux vers les fenêtres du 5e étage, celles de l'appartement d'Alexis. Les volets étaient fermés, mais une faible lumière filtrait à travers les interstices. Ils étaient là-haut, ensemble, peut-être dans son lit, peut-être en train de rire de ma naïveté. Une rage froide s'est emparée de moi. Pas l'explosion de colère que j'aurais pu attendre. Quelque chose de plus dangereux. Une détermination glaciale qui transformait la douleur en carburant. J'ai sorti mon téléphone, pris plusieurs photos de la voiture, horodatées, géolocalisées. Puis j'ai repris ma course comme si de rien n'était. Un mari exemplaire qui faisait son jogging matinal pendant que sa femme dormait paisiblement à la maison. Sauf que je savais maintenant où elle était vraiment. De retour chez nous, j'ai trouvé Camille debout dans la cuisine, vêtue de ma chemise blanche, en train de préparer du café. Ses cheveux étaient légèrement humides, elle sortait de la douche. Elle m'a souri quand je suis entré, ce sourire innocent qui avait toujours eu le don de me faire fondre. « Salut mon chéri. » Bien couru? Sa voix était normale, détendue, comme si elle venait effectivement de se réveiller. « Très bien, » ai-je répondu en me servant un verre d'eau. « Tu es matinal aujourd'hui. Je n'arrivais plus à dormir après ton départ. Ton côté du lit était encore tiède, ça sentait ton parfum. Tu m'as manqué ces 2 jours. » Elle s'est approchée, a passé ses bras autour de mon cou. Ses lèvres ont effleuré ma joue, douce caresse qui aurait dû me troubler. Au lieu de ça, j'analysais. Sa peau ne sentait plus cette fragrance masculine de la veille. Elle avait pris le temps de se laver, de faire disparaître les traces. « Moi aussi tu m'as manqué », ai-je murmuré contre ses cheveux. C'était un mensonge. Depuis hier soir, la femme que j'aimais avait commencé à mourir. Celle qui se trouvait dans mes bras était une étrangère qui portait son visage. « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui » ai-je demandé, faussement détaché. « Réunion client ce matin. Tu sais, le projet de campagne pour cette influenceuse mode dont je t'ai parlé. Puis déjeuner avec Émilie, et cet après-midi je dois bosser sur le business plan de mon agence. » Nouveau mensonge. Émilie, sa sœur, était en voyage à Londres depuis une semaine. Je l'avais vu poster des photos de ses vacances sur Instagram. Mais Camille ne pouvait pas le savoir que je savais. Cette influenceuse, c'est quoi son domaine exactement? Beauté, lifestyle. Elle a 200 000 followers sur Insta, un excellent taux d'engagement. Le projet, c'est de créer sa propre marque de cosmétiques avec un budget marketing conséquent. Roi potentiel très intéressant si on joue bien la stratégie de lancement. Elle parlait avec passion, ses yeux brillants d'excitation. C'était la Camille que je connaissais, celle qui transformait chaque projet en aventure. Pendant une seconde, j'ai oublié ce que je venais de découvrir. J'ai eu envie de la croire, de me persuader que j'avais mal interprété les signes. Puis mon téléphone a vibré. Message d'Alexis Morand. Excellente soirée hier. Hâte de retravailler ensemble. Clin d'œil. Le emoji m'a achevé. Dans le monde professionnel d'Alexis, on n'envoyait pas de clin d'œil. On était factuel, concis. Ce message s'adressait à un complice, pas à un ancien associé. Qui sait? A demandé Camille en voyant mon expression se durcir. Alexis. Il me remercie pour un conseil que je lui ai donné hier soir. Alexis Morand, tu es en contact avec lui? Il y avait quelque chose dans sa voix. Une note de surprise qui ne collait pas. Si elle ne le connaissait pas, pourquoi cette réaction? De temps en temps. Pourquoi? Pour rien. Je me demandais juste, vous ne vous étiez pas brouillé? Si, mais les affaires sont les affaires. Tu le connais? Un silence. Très bref, mais perceptible. Non, pas personnellement. J'ai juste entendu parler de lui dans le milieu. Il a bonne réputation, niveau marketing digital. Mensonge. Alexis avait une réputation détestable dans le secteur. Tout le monde savait qu'il promettait monts et merveilles à ses clients avant de les laisser tomber pour des projets plus juteux. Camille, qui était très bien informée sur la concurrence, ne pouvait pas l'ignorer. « Ah bon ?» ai-je dit simplement. Je ne savais pas qu'il s'était reconverti dans le marketing. Il paraît qu'il monte une nouvelle agence, spécialisée dans les partenariats avec les influenceurs. Elle en savait décidément beaucoup sur quelqu'un qu'elle prétendait ne pas connaître. J'ai fini mon verre d'eau, déposé un baiser sur son front. Bon,
Je vais me doucher. Grosse journée aujourd'hui. 3 nouveaux clients potentiels et une présentation pour un fonds d'investissement éthique. Tu vas révolutionner la finance. Comme toujours, a-t-elle dit en souriant. Mais son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Sous la douche, j'ai laissé l'eau chaude emporter ma fatigue. Mon cerveau tournait à plein régime, assemblant les pièces du puzzle. Camille connaissait Alexis. Ils avaient dîné ensemble avant-hier. Elle avait passé la nuit chez lui. Et maintenant, elle mentait avec un naturel déconcertant. Depuis quand? Depuis combien de temps ma femme menait-elle cette double vie? J'ai pensé aux derniers mois. Ces réunions clients qui s'éternisaient. Ces week-ends de formation qui se multipliaient. Cette nouvelle garde-robe, plus sophistiquée, plus sensuelle. Ces parfums qu'elle testait pour le travail. Son téléphone qu'elle gardait désormais constamment avec elle, même pour aller aux toilettes. Tous ces détails qui, pris séparément, pouvaient sembler anodins, mais qui, assemblés, formaient le portrait d'une femme qui s'éloignait de son mari. En sortant de la salle de bain, j'ai entendu Camille téléphoner dans le salon. Elle parlait à voix basse, mais les cloisons de notre appartement n'étaient pas épaisses. Non, il ne se doute de rien. Oui, je sais, c'est risqué, mais... D'accord, on fait comme convenu. À tout à l'heure. Elle a raccroché précipitamment quand j'ai poussé la porte du salon. Elle était habillée pour sortir, tailleur noir cintré, escarpin, le sac Hermès à la main. C'était qui? Ma cliente, l'influenceuse. Elle veut décaler notre rendez-vous d'1 heure. Je croyais qu'elle s'appelait comment? Déjà? Camille a hésité une fraction de seconde. Léa Martineau, @Léa Beauty Life sur les réseaux. J'ai hoché la tête, mais mentalement j'ai noté de vérifier. Dans mon métier, on apprenait vite que les détails avaient leur importance, et que les menteurs avaient tendance à surpréciser quand ils improvisaient. Bon, je file. Ma réunion est dans 1 heure et avec les embouteillages, elle s'est hissée sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Ses lèvres étaient douces, familières. J'ai fermé les yeux, essayant de retrouver l'émotion que ce geste provoquait avant. Rien, juste le goût amer de la trahison. Bonne journée, mon amour, a-t-elle murmuré contre mes lèvres. Toi aussi. J'ai attendu qu'elle parte pour allumer mon ordinateur. Première vérification, @Léa Beauty Life. Le compte Instagram existait, mais il n'avait que 50 000 abonnés, pas 200 000, et aucune trace d'un partenariat avec une quelconque agence de marketing. Deuxième vérification, j'ai appelé Émilie, la sœur de Camille. Thomas, quelle surprise. Comment ça va? Très bien. Dis-moi, tu es rentré de Londres? Londres? Mais je ne suis pas allé à Londres. Je suis à Marseille depuis lundi, chez maman. Elle ne t'a pas dit? Mon sang s'est glacé. Si, bien sûr. J'avais mal compris. Comment va ta mère? Elle va bien, merci. Tu veux que je dise à Camille de t'appeler? Elle doit passer la voir cet après-midi. Cet après-midi, alors qu'elle m'avait dit qu'elle déjeunait avec Émilie à Paris. Non, ce n'est pas la peine. On se voit ce soir? D'accord. À bientôt, Thomas. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Camille ne mentait plus seulement sur ses rendez-vous galants. Elle inventait des alibis, organisait méthodiquement sa double vie. Cela signifiait que cette liaison n'était pas un accident, pas un moment d'égarement. C'était prémédité, réfléchi. C'était une trahison en bonne et due forme. Mon téléphone a sonné. Un client important qui voulait discuter de sa stratégie d'investissement dans les crypto-monnaies. J'ai pris l'appel, donné mes conseils avec le professionnalisme habituel. Mais une partie de mon cerveau continuait à analyser, à planifier. Si Camille voulait jouer sur plusieurs tableaux, j'allais lui montrer ce que c'était qu'un vrai stratège. À 10h30, j'ai quitté mon bureau sous prétexte d'une réunion externe. Direction le 7e arrondissement. L'audi de Camille n'était plus rue de Grenelle, mais j'avais une autre idée. Le comptoir du 7e était fermé, servi seulement le soir. Mais le gérant, que j'avais rencontré lors d'un événement networking, acceptait parfois de recevoir des clients privilégiés pour des déjeuners d'affaires privés. « Monsieur Dubois » a-t-il dit en me voyant. « Quelle surprise! Vous voulez réserver pour ce soir? Bonjour Jean-Claude. En fait, je voulais vous parler d'un dîner qui a eu lieu avant-hier. Ma femme y était avec un associé, et elle a perdu une boucle d'oreille. Un bijou de famille, très précieux. Vous pensez qu'on pourrait jeter un coup d'œil? Bien sûr. Avant-hier? Ah oui, le couple de la table 12. Très élégants tous les deux. Ils semblaient très proches. Ses yeux pétillaient de malice. Jean-Claude était un romantique. Il adorait les histoires d'amour. Très proches? Oh,
Vous savez, ces petits gestes, les mains qui se touchent, les regards, l'amour, ça ne se cache pas. L'amour. Le mot m'a frappé comme un coup de poing. Ils avaient l'air de bien se connaître. Oh oui, Monsieur Morand connaît tous nos plats par cœur. Et il a commandé exactement ce que madame voulait sans qu'elle le dise. C'est rare, cette complicité. Alexis connaissait les goûts culinaires de ma femme mieux que moi. Ils avaient atteint ce niveau d'intimité où les mots deviennent superflus. Ils sont partis vers quelle heure? Tard? Vers minuit, minuit et demi. Ils étaient les derniers clients. Très amoureux. Ces deux-là. Jean-Claude a fouillé derrière le bar, trouvé une petite boucle d'oreille dorée. Tenez, c'est peut-être ça? Ce n'était pas à Camille, elle ne portait que de l'argent. Mais j'ai hoché la tête, glissé le bijou dans ma poche. Merci beaucoup. Vous me sauvez la vie. De rien. Saluez bien votre charmante épouse. Et dites-lui que sa robe rouge lui allait à ravir. Robe rouge. Camille n'avait pas de robe rouge. Enfin, pas que je connaisse. En sortant du restaurant, j'ai appelé mon détective privé habituel, celui que j'utilisais pour les enquêtes sur les clients douteux. Salut Marc, j'ai un petit service à te demander. Discret et urgent. Je t'écoute. Je veux une surveillance de ma femme. Photo, horaire, contact. Tout ce qui peut m'aider à comprendre ce qu'elle fait de ses journées. Un silence au bout du fil. Thomas, tu es sûr? Ce genre d'enquête, ça peut révéler des choses qu'on préfère parfois ignorer. J'en suis sûr. D'accord. Je commence quand? Maintenant. L'après-midi s'était tiré comme un cauchemar éveillé. Je recevais des clients, analysais des dossiers, donnais des conseils sur des placements immobiliers, mais mon esprit était ailleurs. À 15h30, Marc m'a envoyé la première série de photos. Camille sortait d'un hôtel particulier du 16e. Seule, mais ses cheveux étaient défaits, son rouge à lèvres effacé. Elle portait cette robe rouge que je ne connaissais pas, moulante, sophistiquée, le genre de tenue qu'on porte pour séduire. Deuxième photo, 15 minutes plus tard, elle entrait dans une boutique de lingerie de luxe avenue Montaigne. Troisième photo, elle en ressortait avec plusieurs sacs. Quatrième photo, elle retrouvait Alexis dans un café des Champs-Élysées. Ils ne se sont pas embrassés, trop public, mais leur corps parlait pour eux. Genoux qui se touchent, mains qui s'effleurent, regards complices. Cinquième photo, ils se séparaient devant le café. Alexis montait dans sa Porsche, Camille regagnait son Audi. Mais juste avant, il avait glissé quelque chose dans son sac. Une enveloppe. Je me suis levé de mon bureau, les jambes flageolantes. Ce n'était plus seulement de l'adultère. C'était quelque chose de plus organisé, de plus calculé. Ils se comportaient comme des complices, pas comme des amants. Mon téléphone a vibré. Message de Camille. Journée épouvantable. Vivement ce soir pour me blottir dans tes bras. Je t'aime. Cœur rouge. J'ai fixé l'écran, incapable de répondre. Comment pouvait-elle m'écrire ça après avoir passé l'après-midi avec son amant? Comment pouvait-elle mentir avec une telle aisance? Mais le plus troublant, c'était autre chose. Dans le message de Marc, un détail qui m'avait échappé au premier regard. L'hôtel particulier d'où sortait Camille appartenait à Dimitri Kozlov, un oligarque russe qui cherchait à blanchir ses capitaux dans l'immobilier français. Dimitri Kozlov, qui m'avait approché il y a 6 mois pour que je l'aide à monter des sociétés-écrans et à optimiser ses investissements. Dimitri Kozlov, que j'avais refusé de conseiller parce que ses fonds avaient une provenance douteuse. Dimitri Kozlov, qui connaissait ma femme. Un frisson d'horreur m'a parcouru. Et si cette liaison avec Alexis n'était qu'un écran de fumée? Et si Camille était impliquée dans quelque chose de beaucoup plus grave qu'une simple infidélité? Mon téléphone a sonné. Marc, Thomas, j'ai du nouveau. Et ce n'est pas beau. Je t'écoute. Ta femme ne trompe pas seulement ton mariage. Elle trompe aussi le fisc. J'ai des photos d'elle sortant de 3 banques différentes cet après-midi. À chaque fois avec des enveloppes épaisses. Du liquide, à coup sûr. Ma vision se troublait. Camille blanchissait de l'argent. Ma femme, celle qui m'accusait d'être trop prudent avec nos finances, était en train de tromper dans un système de fraude fiscale. Tu veux que je continue la surveillance? Oui. H24. Je veux tout savoir. J'ai raccroché, le cerveau en ébullition. Cette histoire était beaucoup plus complexe que je l'avais imaginé. Camille ne me trompait pas seulement sentimentalement. Elle me compromettait professionnellement. Car si les autorités remontaient jusqu'à elle, ils ne tarderaient pas à s'intéresser à moi, à mon cabinet, à mes clients, à ma réputation bâtie en 15 ans de travail acharné. Ma femme était en train de détruire ma vie sur tous les fronts. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé Camille en cuisine, préparant mon plat préféré, ossobuco aux légumes de saison.
Elle portait ce petit tablier à fleurs qui me faisait craquer, ses cheveux relevés en chignon désordonné. L'image parfaite de l'épouse aimante. « Bonsoir, mon chéri », a-t-elle dit en venant m'embrasser. « Comment se passait ta journée ?»« Bien. Et toi? Cette influenceuse? Très prometteuse. Le projet avance bien. » Elle mentait si naturellement que j'en avais presque le vertige. « Et Émilie? Vous avez passé un bon moment? »« Excellent. Elle va beaucoup mieux depuis qu'elle a quitté son ex. » Mensonge sur mensonge. Émilie était célibataire depuis 2 ans et parfaitement épanouie. Nous avons dîné dans une ambiance faussement détendue. Camille était plus bavard que d'habitude, me racontant des anecdotes sur ses prétendus clients, ses projets d'agence. Elle portait une nouvelle lingerie sous son chemisier. Je l'avais aperçue quand elle s'était penchée pour servir le vin. Dentelle noire, sophistiquée. Le genre d'achat qu'elle avait fait cet après-midi avenue Montaigne. Pour Alexis, pas pour moi. Tu as l'air fatigué, a-t-elle remarqué. Ça va? Juste du stress au boulot. Rien de grave. Tu devrais prendre des vacances. On pourrait partir quelque part, tous les deux. Retrouver ces complicités qu'on avait au début. Au début, quand elle ne me mentait pas encore. Quand elle ne blanchissait pas d'argent sale. Quand elle ne couchait pas avec mon ancien associé. Bonne idée, ai-je dit. On en reparlera. Vers 22 heures, elle a bâillé ostensiblement. Je suis épuisé. Cette journée m'a vidé. Tu viens te coucher? Dans 5 minutes. Je dois juste finir un dossier. Elle a hoché la tête, m'a embrassé le front. Quand elle a disparu dans la chambre, j'ai ouvert son sac à main, resté sur le comptoir de la cuisine. L'enveloppe qu'Alexis lui avait donnée était là. Épaisse, lourde. À l'intérieur, des billets de 500 €. J'ai compté rapidement. 15 000 € en liquide. Et un petit mot de l'écriture d'Alexis. Pour service rendu. Le client est satisfait. Prochaine. Livraison jeudi. Ah, trace de baiser. Service rendu. Livraison. Un baiser dessiné. Ma femme était devenue une prostituée de luxe. J'ai remis l'enveloppe en place, les mains tremblantes de rage. Puis je suis allé dans mon bureau. J'ai ouvert mon coffre-fort personnel. Dedans, mes documents importants, quelques bijoux de famille et un pistolet que mon père m'avait légué, un souvenir de guerre qu'il gardait en cas de cambriolage. J'ai pris l'arme dans mes mains, soupesé le métal froid. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai eu une pensée vraiment noire. Puis je me suis ressaisi. La violence n'était pas ma méthode. J'étais un homme d'affaires, pas un criminel. Si je voulais détruire Camille, ce serait avec intelligence, pas avec une arme. J'ai remis le pistolet en place, refermé le coffre. Mais l'idée avait germé, et elle ne me quitterait plus. Les 3 jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. Marc continuait sa surveillance, m'envoyant des rapports qui me confirmaient ce que je redoutais. Camille avait organisé sa double vie avec une précision chirurgicale. Chaque réunion client la menait chez Alexis ou chez l'un de ses contacts douteux. Chaque formation correspondait à un voyage éclair à Genève ou au Luxembourg, des destinations privilégiées pour les transactions financières offshore. Ma femme n'était plus seulement infidèle, elle était devenue une criminelle. Le jeudi matin, elle a quitté l'appartement à 8 heures en prétextant un shooting avec l'influenceuse beauté. En réalité, Marc l'a suivie jusqu'à la gare du Nord. Train pour Bruxelles, première classe. Retour prévu le soir même. J'ai profité de son absence pour fouiller minutieusement notre domicile. Dans le placard de la chambre d'amis, derrière des cartons de vieilles affaires, j'ai trouvé une valise que je ne connaissais pas. Louis Vuitton, flambant neuve. À l'intérieur, une garde-robe que je n'avais jamais vue. Robe de créateur, lingerie de luxe, chaussures hors de prix. Une garde-robe de maîtresse sophistiquée et sensuelle. Au fond de la valise, un téléphone portable. Pas son iPhone habituel. Un Samsung que je ne reconnaissais pas, protégé par un code. J'ai pris des photos de tout avant de remettre les affaires en place. Puis j'ai emporté le téléphone à un contact que j'utilisais parfois pour des investigations sur mes clients, un ancien flic reconverti dans la sécurité informatique. Thomas, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène? Salut Bruno. J'ai besoin de débloquer un téléphone. Urgence absolue. Il a examiné l'appareil, sourcils froncés. C'est un burner phone, le genre qu'on utilise quand on ne veut pas être tracé. Tu es sûr de vouloir savoir ce qu'il y a dedans? Certain. Bon, laisse-moi 2 heures. J'ai passé ces 2 heures dans un café en face, l'estomac noué. Chaque minute qui passait confirmait mes pires craintes. Camille ne se contentait pas de me tromper. Elle avait construit une identité parallèle, un monde secret où je n'existais pas. Bruno m'a rappelé à 14 heures. C'est fait. Mais Thomas,
Ce que j'ai trouvé, c'est du lourd. Tu devrais peut-être t'asseoir. Je suis retourné à son bureau. Il avait imprimé des captures d'écran des messages les plus significatifs. Le premier échange datait de 6 mois. Avec Alexis. Ah, tu es sûr que ton mari ne se doute de rien? C'est certain. Thomas est trop occupé par ses clients pour faire attention à moi. Ah, parfait. Dimitri sera ravi de savoir qu'on a une couverture solide. Je ne suis pas une couverture. Je suis ta partenaire. Ah, ma partenaire dans tous les sens du terme. Envoyez un baiser. Partenaire, pas seulement maîtresse. Partenaire dans cette opération de blanchiment. Le deuxième échange, 3 semaines plus tard. Les virements sont passés. 2,5 millions répartis sur les 12 comptes. Ah, excellent. Dimitri augmente ta commission à 3%. Il était temps. Prendre ses risques pour 2%. C'était ridicule. Ah, tu oublies les à côté. Nos petites soirées privées valent bien quelques pourcents en moins. Nos soirées privées, c'est du bonus. Le business, c'est du business. 2,5 millions d'euros. Ma femme brassait des millions en argent sale et je n'en savais rien. Le troisième échange était le plus récent. D'hier. Ah, le client de ce soir est spécial. Ministre en exercice. Fais-lui du charme, mais sois discrète avec les photos. Comme d'habitude. Combien? Ah, 50 000. Cash. Pour une nuit? Ah, pour ton silence surtout. Ce type peut nous ouvrir des marchés considérables si on le tient bien. Compris. À quelle heure? À 20 heures. Suite 508, Meurice. Tenue rouge, celle qu'il préfère. Et après? Ah, après, on comptera les billets. Trace de baiser. J'ai fixé les messages, incapable de respirer. Camille ne se contentait pas de blanchir de l'argent. Elle monnayait ses charmes auprès de personnalités politiques. Pour les compromettre, pour les contrôler. Ma femme était devenue une prostituée et une maître chanteuse. Thomas, ça va? La voix de Bruno me parvenait de très loin. J'avais l'impression de sombrer dans un cauchemar éveillé. Il y a autre chose, a-t-il continué en me tendant une nouvelle liasse de captures. Des photos. Je te préviens, c'est explicite. J'ai regardé la première image et immédiatement détourné les yeux. Camille dans les bras d'Alexis, dans une chambre d'hôtel. Puis avec d'autres hommes. Des politiques que je reconnaissais, des businessmen influents, des personnalités du CAC 40. Sur chaque photo, elle portait cette lingerie sophistiquée que j'avais trouvée dans la valise. Sur chaque photo, elle souriait avec un naturel déconcertant. Il y en a combien? Ai-je murmuré. Plus de 200. Répartis sur 6 mois. Toujours les mêmes lieux, le Meurice, le Bristol, parfois des appartements privés. Et toujours le même photographe, d'après les métadonnées. Qui? Alexis Morand. Ton ex-associé documente tout. Probablement pour avoir des preuves contre ses clients si les choses tournaient mal. Alexis ne se contentait pas de coucher avec ma femme. Il en avait fait son arme de chantage privilégiée. Et elle était consentante. Plus que consentante. Elle était actrice de ce stratagème. Thomas, il faut que tu saches autre chose. J'ai trouvé des échanges avec un certain Descartes. Dimitri Kozlov, je présume. Les montants évoqués dépassent les 10 millions d'euros. Et il y a des références à ton cabinet. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils utilisent ton nom, ta réputation pour rassurer leurs clients. Thomas Dubois nous garantit la légalité des opérations. Le cabinet Dubois et Associés valide toutes nos stratégies d'investissement. Ils se servent de toi comme caution morale. J'ai fermé les yeux. Camille ne me détruisait pas seulement personnellement. Elle me compromettait professionnellement, utilisait ma réputation pour donner du crédit à ses activités criminelles. Il faut que tu portes plainte, Thomas, tout de suite, avant que ça remonte jusqu'à toi officiellement. Non. Comment ça? Non? Pas encore. Je veux d'abord comprendre l'ampleur du réseau. Et puis, j'ai mes propres méthodes. Bruno m'a regardé avec inquiétude. Thomas, ne fais pas de bêtises. Ces gens sont dangereux. Si Dimitri Kozlov apprend que tu sais, il n'apprendra rien. Pas pour l'instant. J'ai récupéré le téléphone et les documents, remercié Bruno, et je suis parti. Dans ma voiture, j'ai appelé Marc. Du nouveau? Ta femme est rentrée de Bruxelles il y a 1 heure. Elle est repartie directement chez le coiffeur, puis dans une boutique de cosmétiques. Maquillage complet, manucure, brushing. Elle se prépare pour ce soir. Ce soir, suite 508 au Meurice.
avec un ministre. Marc, j'ai besoin que tu changes de méthode. Finis la surveillance extérieure. Je veux que tu entres dans l'hôtel. Photo, enregistrement, preuves formelles. Thomas, pas de discussion. Il me faut des preuves irréfutables. D'accord, mais après ça, on arrête. Cette histoire devient trop dangereuse. J'ai raccroché, le cerveau en ébullition. Il était 18 heures. Camille allait rentrer d'ici 1 heure, jouer la comédie de la femme aimante, puis repartir pour sa soirée de travail. J'avais 2 heures pour prendre une décision qui allait changer le cours de nos vies. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message vocal sur le répondeur. Une voix que je ne reconnaissais pas, accent russe prononcé. Monsieur Dubois, ici Dimitri Kozlov. J'aimerais vous rencontrer. Demain, 14 heures. Brasserie Lip. Venez seul. J'ai des choses intéressantes à vous proposer. Des choses qui concernent votre épouse. Mon cœur s'est arrêté. Kozlov savait que j'existais. Pire, il voulait me rencontrer. J'ai effacé le message, les mains tremblantes. Cette histoire était en train de m'échapper complètement. Kozlov ne m'appelait pas par hasard. Soit il voulait m'éliminer, soit il voulait me recruter. Dans les 2 cas, je courais un danger mortel. Camille est rentrée à 19h30, rayonnante et parfumée. Elle portait un tailleur beige classique, l'image de la businesswoman respectable. Mais je savais qu'elle avait dans son sac cette robe rouge que réclamait son client ministériel. « Bonsoir, mon chéri. Comment s'est passée ta journée? »« Très bien. Et toi? Le shooting? Fantastique. Cette fille a un potentiel énorme. Son shooting beauté va faire sensation sur Instagram. On va révolutionner le marketing d'influence dans le secteur cosmétique. » Elle mentait avec un enthousiasme qui m'éclairait. Chaque mot, chaque sourire était calculé pour m'endormir, pour m'empêcher de voir la réalité. « Tu as l'air fatigué, ai-je remarqué? Tu es sûr que ça va? » Juste le stress. Tu sais ce que c'est? Monter une agence, c'est un marathon permanent. D'ailleurs, j'ai encore une réunion ce soir. Un client potentiel, très gros budget. Ça peut être le deal de ma carrière. À quelle heure? 20h30. Ça risque de finir tard? Ne m'attends pas. Tu veux que je t'accompagne? Je pourrais t'aider sur les aspects financiers. Panique dans ses yeux. Très brève, mais visible. Non. Enfin, ce client est très particulier. Il n'aime pas les intermédiaires. Et puis, c'est du marketing pur, tu ne pourrais pas beaucoup m'aider. D'accord. Bonne chance alors. Elle s'est approchée, m'a embrassé tendrement. Merci de me soutenir. Tu ne peux pas savoir comme c'est important pour moi. Ses lèvres étaient douces, son parfum envoûtant. Pendant une seconde, j'ai oublié ce que je savais. J'ai eu envie de la croire, de me persuader que j'avais tout imaginé. Puis elle s'est dirigée vers la chambre pour se changer, et la réalité m'a giflé. Dans 2 heures, cette femme que j'aimais depuis 8 ans allait se prostituer avec un membre du gouvernement. J'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un dossier crypté. J'y ai téléchargé toutes les preuves rassemblées par Marc et Bruno. Photos, messages, enregistrements, reçus. Un dossier suffisant pour faire tomber un réseau de blanchiment international. Et pour détruire définitivement ma femme. Puis j'ai rédigé un email à l'attention du procureur financier. Détaillé, factuel, accablant. J'ai écrit l'adresse en destinataire, rédigé l'objet. Dénonciation, réseau de blanchiment et prostitution aggravé. Mon doigt a survolé le bouton envoyé. Un clic et tout s'effondrait. Camille en prison, Alexis ruiné, Kozlov expulsé. Justice rendue, mais aussi ma réputation détruite par association. Mon cabinet fermé. Ma vie professionnelle anéantie. Thomas, tu viens m'aider avec ma robe? Sa voix me parvenait de la chambre. Douce, innocente. La voix de la femme que j'avais épousée. J'ai fermé l'ordinateur sans envoyer l'email. Pas encore. Je l'ai rejointe dans la chambre. Elle était debout devant le miroir en lingerie noire, celle qu'elle avait achetée avenue Montaigne. Magnifique et vénéneuse. Tu peux m'aider avec la fermeture éclair? Elle me tournait le dos, tenant cette robe rouge que je connaissais maintenant si bien. Ses cheveux étaient relevés, dégageant sa nuque fragile. J'aurais pu l'étrangler d'une main. Au lieu de ça, j'ai remonté lentement la fermeture, mes doigts effleurant sa peau. Elle a frissonné. « Tu as les mains froides » a-t-elle murmuré. « Désolé. » Elle s'est retournée, a ajusté le col de ma chemise. « Comment tu me trouves ?» Elle était éblouissante. Cette robe épousait parfaitement ses courbes, révélait juste ce qu'il fallait sans tomber dans la vulgarité. Le rouge carmin rehaussait son teint, faisait ressortir le vert de ses yeux. Elle était parfaite pour séduire, pour corrompre,
Tu es magnifique, ai-je dit sincèrement. Et c'était vrai. Elle était magnifique et elle était monstrueuse. Merci, mon amour. Elle a glissé ses pieds dans des escarpins vertigineux, pris son sac, un Chanel que je ne lui connaissais pas. À quelle heure tu rentres? Ai-je demandé. Tard? Très tard? Si tout se passe bien, on va signer le contrat ce soir et fêter ça autour d'un verre. D'accord. Je t'attends. Non? Dors. Demain, on fait la grasse matinée et je te raconte tout. Elle s'est hissée sur la pointe des pieds, m'a embrassé une dernière fois. Je t'aime, Thomas. Moi aussi. Les mots sont sortis automatiquement. Mais pour la première fois, je ne les pensais pas. Elle est partie à 20h15. J'ai attendu 15 minutes, puis j'ai appelé Marc. Elle vient de partir. Direction Meurice, j'imagine. Je suis déjà sur place. Planqué dans le hall avec vue sur les ascenseurs. Sois prudent. Et n'oublie pas, il me faut des preuves formelles. Compris? J'ai raccroché, ouvert une bouteille de whisky. J'en avais besoin pour tenir jusqu'au retour de Marc. À 22h30, il m'a envoyé les premières photos par message crypté. Camille entrant dans l'hôtel au bras d'un homme que j'ai immédiatement reconnu, Pierre Delacroix, ministre de l'économie. Un homme marié, père de 3 enfants, figure emblématique de la droite morale. Deuxième photo, ils montaient ensemble vers les étages privés. Troisième photo, Camille ressortait de l'ascenseur 3 heures plus tard. Seul, cheveux légèrement défaits, maquillage retouché. Dans son sac, une enveloppe épaisse qui n'était pas à l'arrivée. Marc m'a envoyé un dernier message. Mission accomplie. J'ai tout. Mais Thomas, fais attention à toi. Kozlov a des hommes partout. Je crois qu'on est repéré. J'ai éteint mon téléphone, vidé mon verre de whisky. Demain, j'avais rendez-vous avec le diable. Et ce soir, ma femme rentrait de sa nuit de prostitution comme si elle revenait d'une réunion de travail. Le pire, c'est qu'elle allait probablement me raconter sa soirée en détail. Inventer un client fictif, des négociations imaginaires, un contrat bidon. Mentir avec ce talent naturel qui m'avait tant séduit au début de notre relation. À 2 heures du matin, j'ai entendu sa clé dans la serrure. Elle est entrée sur la pointe des pieds, pensant que je dormais. Je l'ai regardée se déshabiller dans l'obscurité. Elle a rangé soigneusement sa robe rouge, dissimulé l'enveloppe dans sa valise secrète. Puis elle s'est glissée dans le lit, s'est blottie contre moi. « Tu dors » a-t-elle chuchoté. J'ai fait semblant de me réveiller. « MMH, tu rentres tard. » Comment ça s'est passé? Merveilleusement bien. Le contrat est signé. 6 mois de campagne digitale, budget à 7 chiffres. L'agence est lancée. Elle mentait contre ma peau, sa voix vibrant d'une joie factice. Dans quelques heures, elle ferait virer 50 000 € sur un compte offshore. Et elle me raconterait qu'elle avait décroché le contrat de sa vie. Je suis fier de toi, ai-je murmuré. Merci de me soutenir. Maintenant, on va pouvoir réaliser tous nos projets. Voyager, acheter cette maison secondaire dont on rêve, peut-être même avoir des enfants. Des enfants. L'idée m'a donné la nausée. Faire des enfants avec une femme qui vendait son corps à des ministres corrompus. Oui, ai-je dit simplement. Elle s'est endormie rapidement, épuisée par sa nuit de débauche. Moi, je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, écoutant sa respiration régulière, sentant la chaleur de son corps contre le mien. C'était probablement notre dernière nuit ensemble. Demain, après ma rencontre avec Kozlov, plus rien ne serait pareil. J'allais découvrir jusqu'où ce réseau s'étendait. Et je prendrais ma décision finale. Camille avait joué avec le feu. Il était temps qu'elle découvre que moi aussi, je savais brûler. Le réveil a sonné à 7 heures, mais j'étais déjà debout depuis longtemps. Camille dormait encore, un sourire béat aux lèvres. Dans ses rêves, elle comptait probablement ses billets de 500 €. J'ai préparé le café en silence, consulté les cours de la bourse asiatique par automatisme. Mais mon esprit était ailleurs. Dans 4 heures, j'allais rencontrer Dimitri Kozlov, l'homme qui utilisait ma femme comme prostituée et mon nom comme garantie morale. Mon téléphone a vibré. Message de Marc, surveille tes arrières aujourd'hui. Mes contacts dans la police m'ont confirmé que Kozlov est sous surveillance DGSE. Si tu le rencontres, tu rentres dans leur ligne de mire. Parfait. Non seulement ma femme me détruisait personnellement et professionnellement, mais maintenant je risquais d'être fiché par les services secrets. Camille est apparue dans la cuisine vers 9 heures, vêtue de ma chemise blanche, ses cheveux emmêlés encadrant son visage. Elle était magnifique et je la détestais. « Bonjour, mon amour » a-t-elle ronronné en se collant contre moi. « Bien dormi ?»« Très bien. Et toi ?»« Comme un bébé. » Cette signature de contrat m'a libéré d'un poids énorme. Elle mentait en me caressant la nuque,
ses gestes tendres contrastant avec la vénalité de ses paroles. Au fait, j'ai une excellente nouvelle, a-t-elle continué. Mon nouveau client m'a recommandé à plusieurs de ses contacts. Je vais avoir d'autres contrats, de gros budgets. L'agence va décoller plus vite que prévu. C'est formidable, ai-je dit en versant le café. De quoi s'agit-il exactement? Marketing digital pour des personnalités publiques. Politiciens, businessmen, people qui veulent soigner leur image. Le créneau est très porteur, surtout avec les réseaux sociaux. Une campagne bien menée peut rapporter gros en termes de roi. Elle utilisait le vocabulaire professionnel pour décrire ses activités de chantage. Une campagne bien menée, des photos compromettantes. Roi, retour sur investissement du silence acheté. Tu penses gérer combien de clients? Une dizaine pour commencer. Des contrats de consulting à long terme, très bien rémunérés. Certains paient même d'avance pour s'assurer de ma disponibilité exclusive. Disponibilité exclusive. Ma gorge se serrait. Et financièrement, ça représente quoi? Plusieurs millions sur l'année. De quoi nous offrir cette villa sur la Côte d'Azur dont on rêve. Et peut-être même investir dans un portefeuille immobilier diversifié. Tu pourrais m'aider à optimiser la fiscalité? Elle voulait que je l'aide à blanchir l'argent de ses passes. L'ironie était saisissante. Bien sûr, ai-je répondu. On en reparlera ce soir. Parfait, a-t-elle dit en m'embrassant. Au fait, j'ai rendez-vous cet après-midi avec un nouveau client très important. Ça risque de prendre du temps. Qui est-ce? Un homme d'affaires russe. Dimitri quelque chose. Il cherche à améliorer son image en France, développer son réseau relationnel. Gros budget, très gros. Kozlov. Elle avait rendez-vous avec Kozlov l'après-midi même. Et elle ne savait pas que moi aussi. Il a l'air sérieux? Très. Alexis le connaît bien. Il me l'a chaudement recommandé. Bien sûr. Alexis orchestrait tout, utilisait ma femme comme appât pour ses clients les plus juteux. Fais attention quand même. Ces oligarques russes n'ont pas toujours des méthodes très orthodoxes. Ne t'inquiète pas, a-t-elle dit en riant. Alexis sera présent pour me protéger. Alexis, son souteneur et son amant. L'homme qui documentait ses ébats pour mieux faire chanter ses clients. J'ai souri, embrassé sa joue parfumée. À ce soir alors. À ce soir, je t'aime. Moi aussi. Le mensonge coulait maintenant avec une facilité déconcertante. Elle est partie vers 10 heures. J'ai immédiatement appelé mon avocat. Maître Bertrand, Thomas Dubois. J'ai besoin de vous voir. Urgence absolue. Que se passe-t-il? Ma femme est impliquée dans un réseau de blanchiment d'argent. Ils utilisent mon nom pour cautionner leurs opérations. Il faut que je me protège. Un silence au bout du fil. Thomas, vous réalisez ce que vous me dites? Parfaitement. J'ai des preuves. Photos, enregistrements, témoignages. Mais avant de porter plainte, je veux sécuriser mes actifs. Venez immédiatement. L'étude de Maître Bertrand se trouvait rue Saint-Honoré, dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle. L'homme était un spécialiste du droit des affaires, discret et efficace. Il m'avait déjà sorti de plusieurs mauvais pas avec des clients litigieux. « Montrez-moi ce que vous avez », a-t-il dit sans préambule. J'ai étalé sur son bureau les photos de Marc, les captures d'écran du téléphone de Camille, les relevés bancaires que j'avais réussi à obtenir. Bertrand a tout examiné méthodiquement, son visage se durcissant à chaque preuve. « Thomas, c'est énorme. Votre femme dirige un réseau de prostitution de luxe doublé d'un système de chantage politique. Les montants en jeu dépassent les 10 millions d'euros. Et moi, je risque quoi? Complicité, recel, blanchiment. Si le parquet établit que vous étiez au courant, vous prenez entre 5 et 10 ans ferme. Mon sang s'est glacé. Mais je n'étais pas au courant. Il faudra le prouver. Et ce ne sera pas simple. Ils utilisent votre cabinet comme référence, votre réputation pour rassurer leurs clients. Un juge pourrait considérer que vous fermiez les yeux contre rémunération. Que dois-je faire? 3 options. 1. Vous portez plainte immédiatement. Vous passez pour la victime, mais votre réputation est définitivement entachée. 2. Vous négociez discrètement avec votre femme. Vous récupérez votre part et vous divorcez en silence. 3. Vous retournez la situation. Comment ça? Je retourne la situation. Bertrand se penchait vers moi, voix basse. Vous avez entre les mains de quoi faire tomber un ministre, plusieurs députés et une dizaine de personnalités influentes. C'est un pouvoir considérable. Bien utilisé, il peut vous protéger et vous enrichir. Vous me proposez de faire du chantage? Exactement. Votre réputation nous ouvrirait des portes considérables. Imaginez, Thomas Dubois cautionne nos investissements.
Le cabinet Dubois et Associés garantit la transparence de nos opérations. Avec votre aval, nous pourrions lever des centaines de millions. Et en échange, 20% des bénéfices, plus les à côté. Bien sûr, votre femme vous racontera ses aventures professionnelles. Croyez-moi, c'est très excitant. Il voulait me transformer en cocu consentant et en complice officiel. Intéressant, ai-je dit calmement. Mais j'aimerais connaître l'ampleur exacte de vos opérations. Kozlov a sorti une tablette, fait défiler des tableaux financiers. Regardez, 10 millions levés en 6 mois. 50 clients réguliers, dont 15 personnalités politiques de premier plan. Nous contrôlons des décisions qui influencent des marchés à plusieurs milliards. Impressionnant. Et ce n'est que le début. Avec votre aide, nous pourrions multiplier par 10. Créer un véritable empire. Il rêvait de transformer la France en oligarchie russe. Et il voulait que je sois son facilitateur. Il me faut du temps pour réfléchir. Bien sûr. Mais ne tardez pas trop. D'autres conseillers financiers s'intéressent à notre projet. Moins prestigieux que vous, mais disponibles. La menace était claire. Avec ou sans moi, le projet continuerait. Mais sans moi, ma femme risquait de devenir inutile. Et les gens inutiles avaient tendance à disparaître dans l'entourage de Kozlov. Une semaine. Il me faut une semaine. Parfait. En attendant, profitez bien de votre charmante épouse. Ce soir, elle va passer un excellent moment avec mes associés. Ce soir, Camille allait être livrée à d'autres hommes. Combien d'associés? 3 ou 4. Des investisseurs potentiels qu'il faut convaincre. Camille sait s'y prendre. Il parlait de ma femme comme d'une marchandise, d'un outil de négociation. Où aura lieu cette réunion? Yacht privé? Port de Saint-Cloud. Ambiance très détendue, très libre. Votre femme rentrera demain matin, fatiguée mais heureuse, et riche de 50 000 euros. 50 000 pour une nuit avec 3 ou 4 hommes. Ma femme était devenue une prostituée haut de gamme. Je dois y aller, ai-je dit en me levant. Bien sûr. Réfléchissez bien. Thomas, cette opportunité ne se représentera pas. J'ai quitté la brasserie, l'estomac noué. Kozlov ne me laissait pas le choix. Soit je rejoignais son réseau, soit je devenais un témoin gênant. Dans ma voiture, j'ai composé le numéro de Marc. J'ai besoin d'un service. Ce soir, yacht privé port de Saint-Cloud. Je veux des photos de tout ce qui s'y passe. Thomas, c'est de la folie. Ces gens sont dangereux. Justement, il me faut des preuves compromettantes. Sur tous les participants. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire? Reprendre le contrôle. J'ai raccroché, ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de passer à l'offensive. Premier email, destinataire, Pierre Delacroix, ministre de l'économie. Monsieur le ministre, j'ai des documents qui pourraient vous intéresser concernant votre soirée d'hier au Meurice. Appelez-moi. Thomas Dubois. Deuxième email, aux autres personnalités présentes sur les photos de Camille. Mesdames, messieurs, j'ai en ma possession des documents concernant vos relations avec Madame Camille Dubois et Monsieur Alexis Morand. Pour une discussion confidentielle, contactez-moi rapidement. Troisième email, à Alexis Morand lui-même. Mon cher associé, nous devons parler. J'ai des choses fascinantes à te montrer sur tes activités récentes. Rendez-vous demain, 10 heures, mon bureau. Ne te fais pas attendre. J'ai envoyé les 3 messages, puis j'ai attendu. La première réponse est arrivée dans l'heure. Pierre Delacroix, affolé. Monsieur Dubois, je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais si vous souhaitez me rencontrer pour discuter de vos services de conseil financier, je suis disponible demain matin. Même sous pression, il restait prudent. Mais il mordait à l'hameçon. La deuxième réponse d'un député de l'opposition. Monsieur Dubois, votre message m'intrigue. J'aimerais vous rencontrer pour clarifier vos allusions. Quand pourriez-vous me recevoir? Un par un, ils sortaient du bois, terrifiés à l'idée que leur turpitude soit révélée. Alexis, lui, a appelé directement. Thomas, qu'est-ce que tu fous? Bonjour Alexis. Comment vas-tu? Toujours dans le marketing relationnel? Écoute-moi bien, connard. Si tu touches à un cheveu de Camille, ou quoi? Tu vas me faire du mal? Toi qui passes ton temps à photographier des ministres à poil? Un silence. Qu'est-ce que tu veux? Te voir? Demain, 10 heures. Et ramène tes photos. Toutes tes photos. Tu délires complètement. Peut-être, mais j'ai de quoi faire tomber tout ton petit réseau. Alors on va discuter comme des gens civilisés, ou je balance tout à la presse. À toi de voir. J'ai raccroché. Satisfait. La partie d'échecs commençait.
Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'avais l'impression de reprendre la main. Mon téléphone a sonné. Camille. Salut chérie. Comment se passe ta journée? Très bien. Et toi? Ton rendez-vous avec le Russe? Parfait. Il est charmant, très professionnel. Il m'a proposé un contrat en or. Plusieurs soirées privées avec ses associés pour peaufiner leur stratégie de communication. Plusieurs soirées? 3 ou 4. Très bien payées. Et toi? Ça ne te dérange pas que je travaille parfois le soir? Elle me demandait l'autorisation de se prostituer. L'énormité de la situation m'a coupé le souffle. Si c'est important pour ta carrière, ai-je dit. Merci mon amour. Tu es le mari le plus compréhensif du monde. D'ailleurs, ce soir je rentre très tard. Ou plutôt demain matin. Nous avons une longue session de travail prévue. D'accord, amuse-toi bien. Merci. Je t'aime. Moi aussi. Elle a raccroché, ignorant qu'elle venait de signer son arrêt de mort conjugale. Le soir même, Marc m'a envoyé les premières photos du yacht. Camille montant à bord, magnifique dans une robe cocktail noire. Puis les hommes qui l'attendaient, 3 businessmen russes dans la cinquantaine, plus Kozlov et Alexis. 5 hommes pour ma femme. Une soirée qui allait rapporter 50 000 € à mon couple. Les photos suivantes étaient plus explicites. Je n'ai pas eu le courage de toutes les regarder. Mais j'avais ce qu'il me fallait, des preuves irréfutables de la déchéance de Camille. Des armes pour négocier avec tout le monde. À minuit, j'ai composé un dernier numéro. Celui de Dimitri Kozlov. Monsieur Kozlov, Thomas Dubois. Thomas, vous avez réfléchi à ma proposition? J'ai mieux que ça. J'accepte, mais j'ai des conditions. Je vous écoute. Je veux 50%, pas 20%, et je veux le contrôle opérationnel du réseau français. C'est généreux de votre part. Mais pourquoi changerais-je un système qui fonctionne? Parce que je vais vous apporter quelque chose que vous n'avez pas, la légitimité totale. Fini les combines douteuses. Avec moi, tout sera propre en surface. Intéressant. Et Camille? Et Alexis? Ils travailleront pour moi, sous mon contrôle. Ah, vous voulez transformer votre femme en employée? Exactement. Un rire au bout du fil. J'adore. Thomas, vous êtes encore plus retors que je le pensais. Marché conclu. J'ai raccroché, le cœur battant. Je venais de reprendre le contrôle du réseau qui détruisait ma vie. Maintenant, il fallait que j'annonce la nouvelle à ma femme. Camille est rentrée le lendemain matin à 8h30, les traits tirés mais le sourire aux lèvres. Elle portait encore sa robe de la veille, froissée et tachée. Ses cheveux étaient défaits, son maquillage smudgé. Elle ressemblait à ce qu'elle était devenue, une putain de luxe. « Bonjour, mon chéri », a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. « Désolé pour cette nuit. La session de travail a duré plus longtemps que prévu. »« Je vois ça », ai-je répondu en désignant sa tenue. « Productif, ce brainstorming ?»« Très. Nous avons signé 4 contrats d'un coup. De quoi assurer les 6 prochains mois de l'agence. 4 contrats, 4 hommes. » Elle quantifiait ses passes comme des deals commerciaux. « Tu as l'air fatigué. Va donc prendre une douche, je prépare le petit déjeuner. Tu es adorable. » Elle s'est dirigée vers la salle de bain, laissant derrière elle un sillage de parfums mélangés le sien et ceux des hommes qui l'avaient touché. Pendant qu'elle se lavait, j'ai ouvert son sac. L'enveloppe était là, plus épaisse que d'habitude. J'ai compté rapidement, 75 000 €, soit 15 000 par homme. Ma femme avait augmenté ses tarifs. Au fond du sac, un téléphone que je ne connaissais pas. Pas le Samsung secret, un autre. Un iPhone dernier modèle avec une coque dorée. L'écran affichait plusieurs messages non lus. Le premier, d'Alexis. Parfaite prestation. Les clients sont ravis. Bonus de 25 à mériter. Le deuxième, d'un numéro inconnu. Merci pour cette nuit inoubliable. Même prix la semaine prochaine. Victor. Le troisième m'a glacé le sang. De Kozlov. Thomas est dans le coup maintenant. Nouvelle donne. Rendez-vous ce soir 20h, lieu habituel. Kozlov avait informé Camille de notre accord. Elle savait que je savais. J'ai replacé le téléphone, refermé le sac. Quand elle sortit de la douche, vêtue d'un peignoir blanc, je l'attendais avec 2 tasses de café et un sourire. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Cette douche m'a revigoré. Parfait. Parce que nous devons parler. Quelque chose dans ma voix l'a alerté. Son sourire s'est figé. Parler de quoi? De ton travail, tes vrais clients, tes vraies méthodes. Elle s'est assise lentement, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Camille, arrête. J'ai sorti mon téléphone,
fait défiler les photos que Marc avait prises. Elle montant sur le yacht, elle dans les bras d'un homme. Elle comptant des billets. Son visage se décomposait. Thomas, je peux t'expliquer? Il n'y a rien à expliquer. Je sais tout. Kozlov, Alexis, les ministres, l'argent, les comptes offshore. Tout. Elle a fermé les yeux, respiré profondément. Depuis quand? Une semaine. Et tu n'as rien dit? J'observais. J'apprenais. Je préparais. Préparais quoi? J'ai souri, ce sourire froid que je réservais aux négociations les plus dures. La suite. Car il va y avoir une suite. Camille, tu ne pensais quand même pas que j'allais me contenter de divorcer et de te laisser continuer ta petite affaire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai rencontré Kozlov hier. Nous avons conclu un accord. Je reprends la direction du réseau français. 50% des bénéfices, contrôle opérationnel total. Ses yeux se sont écarquillés. Tu plaisantes? Pas du tout. Félicitations, ma chérie. Tu viens de gagner un nouveau patron. Elle s'est levée d'un bond, renversant sa tasse. Thomas, tu ne peux pas faire ça. C'est ma vie, mon business. Ton business? Ai-je répété en me levant à mon tour. TON Business? Tu as construit ce réseau avec MONO, et ma réputation, MES Contact. Tu m'as utilisé sans mon consentement, compromis ma carrière, sali mon image. Et maintenant tu oses parler de TON Business? Ma voix avait monté, toute ma rage des derniers jours explosant enfin. Et puis, soyons honnêtes, ai-je continué plus calmement. Tu n'es qu'un pion dans cette histoire. L'idée vient d'Alexis. Le financement de Kozlov. Toi, tu as pourquoi? Ton corps? Tes mensonges? Thomas? Non, laisse-moi finir. Désormais, voici comment les choses vont se passer. Tu continues tes activités, mais sous mon contrôle. Je choisis les clients, je fixe les tarifs, je gère l'argent. Tu reçois un salaire fixe comme n'importe quel employé. Un salaire? Tu veux me transformer en prostituée salariée? C'est exactement ça. Les mots ont claqué comme une gifle. Camille a reculé, choquée. Et si je refuse? Tu refuses? Très bien. Dans ce cas, j'envoie immédiatement toutes les preuves que j'ai rassemblées au procureur financier. Photos, enregistrements, témoignages. Tu prends 15 ans ferme pour proxénétisme aggravé, blanchiment en bande organisée et corruption de fonctionnaires. Kozlov et Alexis coulent avec toi. Tu ne ferais pas ça. Vraiment? Tu as détruit 8 ans de mariage, compromis ma réputation, utilisé mon nom pour tes combines. Tu crois que j'ai encore des scrupules? Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois. Et c'était peut-être vrai. L'homme qu'elle avait épousé n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, de plus calculateur. Quelqu'un qu'elle avait créé. Combien? A-t-elle murmuré. Comment ça? Combien? Le salaire? Tu parles de combien? 10 000 euros par mois. Plus les frais, bien sûr. Hôtel, vêtements, coiffeur. Tout ce qu'il faut pour que tu restes présentable. C'est dérisoire. Je gagnais plus en une nuit. Tu gagnais plus, c'est vrai. Mais maintenant, tu as des charges, un patron à rémunérer, des investisseurs à satisfaire, une structure légale à entretenir. Une structure légale? J'ai sorti un dossier de mon attaché-caisse, étalé les documents sur la table. J'ai créé une société ce matin. Dubois Communication, spécialisée dans le conseil en images pour personnalités publiques. Tu en es la directrice commerciale. Tes prestations sont désormais des services de consulting haut de gamme. Tout est parfaitement légal en surface. Elle a parcouru les papiers, incrédule. Tu as pensé à tout. C'est mon métier. Optimiser les rendements, minimiser les risques. Et accessoirement, transformer les coups de pute en business plan. Et Alexis? Il accepte? Alexis n'a pas le choix. Je le vois à 10 heures. Il va découvrir ses nouvelles conditions d'emploi. Responsable de la logistique et de la sécurité, 5 000 euros par mois. Lui aussi devient un salarié. Il va refuser. Possible. Dans ce cas, j'ai quelques photos de lui avec des mineurs qui intéresseront beaucoup la police. Des mineurs? Tu pensais vraiment que je me contenterais de surveiller tes activités? J'ai fait enquêter sur tout le réseau. Camille. Alexis a des goûts particuliers. Ses clients aussi d'ailleurs. J'ai sorti une autre série de photos. Elle a blêmi en les voyant. Thomas, tu es en train de devenir... Quoi? Un monstre? Possible. Mais un monstre que tu as créé. Alors maintenant, tu assumes. Mon téléphone a sonné. Alexis. Je décroche? Elle a hoché la tête, résignée. Alexis, comment vas-tu? Thomas, il faut qu'on parle.
Kozlov m'a dit que tu voulais rentrer dans le business. Je ne veux pas rentrer dedans. J'en prends la direction. Nuance. Écoute, on peut s'arranger. Je te file un pourcentage, on reste discret, et chacun continue de son côté. No. Rendez-vous dans 1 heure, mon bureau. Viens avec tous tes dossiers, toutes tes photos, tous tes comptes. On reprend tout à zéro. Et si je refuse, tu as déjà oublié notre conversation d'hier? Tant pis, je vais rafraîchir ta mémoire. J'ai raccroché, me suis tourné vers Camille. Voilà, Alexis va rentrer dans le rang. Kozlov est déjà d'accord. Il ne reste que toi. J'ai le choix, tu as toujours le choix. Prison ou collaboration. À toi de voir. Elle s'est assise lourdement, la tête dans les mains. Comment on en est arrivé là? Thomas, tu as triché. J'ai découvert. J'ai repris les cartes. C'est aussi simple que ça. Et nous, notre mariage? J'ai ri, un rire sans joie. Notre mariage? Il est mort le jour où tu as couché avec Alexis. Maintenant, nous sommes des associés. Rien de plus. Mais, tu m'aimes encore? La question m'a pris au dépourvu. Est-ce que je l'aimais encore? Malgré tout? Malgré les mensonges, les trahisons, les humiliations? Je ne sais pas, ai-je répondu sincèrement. Peut-être, mais ce n'est plus le problème. Qu'est-ce qui est le problème alors? Le contrôle. Tu m'as fait perdre le contrôle de ma vie. Maintenant, je le reprends. Surtout, sur toi y compris. Elle m'a regardé longuement, cherchant dans mes yeux l'homme qu'elle avait épousé. D'accord, a-t-elle dit finalement. J'accepte tes conditions. Parfait. Dans ce cas, voici ton planning de la semaine. J'ai sorti un agenda, commencé à lire. Lundi, client privé, industriel du CAC 40. Mardi, dîner avec le nouveau président de la Chambre de commerce. Mercredi, soirée privée, 3 invités, client russe de Kozlov. Jeudi, stop, a-t-elle crié. Tu ne peux pas planifier ma vie comme ça. Bien sûr que si. Tu travailles pour moi maintenant. Et dans mon entreprise, on respecte les plannings. Thomas, je t'en supplie. Quoi? Tu veux négocier? Très bien. 15 000 par mois au lieu de 10. Plus une prime de performance si tu dépasses les objectifs. Ce n'est pas une question d'argent. Alors c'est une question de quoi? De dignité? Tu l'as perdue il y a 6 mois. D'amour? Tu l'as trahi avec Alexis. De liberté? Tu l'as vendue à Kozlov. Chaque mot portait. Chaque phrase l'a brisé un peu plus. Il ne te reste rien, Camille. Rien sauf ce que je veux bien te laisser. Elle s'est effondrée sur sa chaise, en larmes. Je suis désolé, a-t-elle sangloté. Pour tout. Pour les mensonges, pour Alexis, pour l'argent. Je suis désolé. Moi aussi, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Moi aussi, je suis désolé. Désolé que tu aies choisi cette voie. Désolé d'être devenu ce que je suis devenu. Mais c'est trop tard pour les regrets. Où tu vas? Voir Alexis. Lui expliquer les nouvelles règles du jeu. Et après, j'ai 3 rendez-vous avec des ministres terrorisés. Il faut que je réorganise leur planning aussi. Thomas, oui, tu as gagné. Tu as repris le contrôle. Mais, tu n'as pas peur de devenir pire que nous? Je me suis arrêté sur le seuil et réfléchi à sa question. Si, j'ai peur, mais tu sais quoi? Ça m'excite aussi. Découvrir que je peux être un salaud, que je peux manipuler, contrôler, faire plier les gens, c'est grisant. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Non, je suis mieux. Je suis celui que tu as créé. J'ai claqué la porte, laissant ma femme seule avec ses larmes et ses remords. Dans l'ascenseur, mon téléphone a vibré. Message d'un numéro inconnu. Monsieur Dubois, nous devons parler. J'ai des informations sur votre réseau qui pourraient vous intéresser. Ou vous détruire. À vous de voir. Brigade financière. J'ai fixé l'écran, le sourire aux lèvres. Parfait. La partie devenait encore plus intéressante. Car contrairement à ce que pensait la police, je n'étais plus une victime de ce réseau. J'en étais devenu le maître. Et j'avais encore tellement de choses à faire découvrir à tous ces gens qui avaient cru pouvoir me manipuler. Ce n'était que le début.